La troisième chose dont je voulais vous parler, et on va installer des chaises pour que je puisse recevoir Stéphane Laurenceau. On dit souvent que dans le monde de l'art et dans le monde de la culture, on voit les tendances assez en avance, et même bien en avance sur le monde du plus professionnel. Et donc je voulais faire venir quelqu'un dont le métier c'est de regarder tout ce qui se passe dans le monde de la culture et qui pourrait nous montrer ce qu'il a trouvé de plus intéressant, puis en tirer quelques grandes tendances. Alors moi je suis un fan absolu, merci pour les sièges qui sont très très lourds, hein. C'était pas du tout prévu comme ça. On va les gonfler à l'hélium l'année prochaine. Moi, une des personnes vers qui je me tourne quand je cherche comme ça un peu à savoir ce qui se passe, c'est Stéphane Laurenceau de Couleur 3. Voilà, c'est la personne qui s'occupe de différentes émissions. Vous connaîtrez probablement sa voix si vous écoutez Couleur 3. Il s'occupe de Point Barre. Il s'occupe aussi de Apiculture, la bien nommée. J'aurais adoré piquer ce nom pour la conférence. Apiculture, je trouve ça vraiment très très bien. Il va venir nous parler des grandes tendances qu'il voit. Il va partager avec nous quelques projets qu'il a trouvés intéressants. Je vous demande d'accueillir Stéphane Laurenceau. Super la musique. Super, hein? T'as vu ça? Ça claque, hein? Alors, on devait se rappeler de bien s'asseoir au fond de nos chaises. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et alors, on devait faire un croisement de jambes. Je te laisse le faire, on va être trop symétrique sinon. Alors, la culture digitale, Stéphane. Donc vous observez tout ce qui se passe, vous êtes constamment en éveil, en train de regarder et de chercher des projets. Les grandes tendances que vous constatez d'abord, c'est cette démocratisation des outils de production et de diffusion. Donc dit comme ça fait un peu compliqué. Mais en gros, il n'a jamais été aussi simple de créer, quoi. C'est vrai qu'il y a déjà tout le monde du logiciel libre, Linux, je ne sais pas si ça vous parle, le fameux petit pingouin. Il y a quand même plein de gens qui continuent à développer des applications et c'est des applications qui gentiment, la technique commence à servir l'art. Et il y a beaucoup, Lecal typiquement utilise des applications libres de droit pour développer. On a tous entendu parler du Kinect de Microsoft, cette espèce d'appareil où on peut danser derrière sa télé. Ça ne sert pas à grand chose d'autre que ça. Par contre, pour des artistes, ça leur permet de pouvoir créer des expériences interactives. Libre de droit, ça ne veut pas dire gratuit? Non, ça veut dire qu'il y a une licence open source. Ça veut dire qu'ensuite, si vous développez quelque chose avec ça, vous devez la mettre à disposition de la communauté dès lors où vous êtes servi gratuitement. Il est logique que les gens derrière puissent venir se servir gratuitement. Alors ça, c'est le côté gratuit de la force, mais on a vu aussi que typiquement, les gros, comme Adobe aujourd'hui, commence à s'intéresser à des formules d'abonnement. Et typiquement, aujourd'hui, moi, je travaille avec Adobe Premiere. J'avais le choix entre acheter une licence à 1200 francs, sachant que dans 2 ans, j'allais devoir en racheter une autre avec la nouvelle version. Je m'abonne. Donc, pour 30 euros, 30 francs par mois, j'ai Adobe Premiere, un logiciel que je me serais jamais permis de m'acheter, qui me permet de faire du montage vidéo. Et Adobe va très très loin, puisque jusqu'à 90 francs par mois, je crois, vous pouvez avoir accès à tout le pack Adobe. Ça inclut Audition, Photoshop, After Effects, et donc vous pouvez vous y essayer. Donc bon, moi j'ai bientôt 40 ans, donc ça va, mais un étudiant, 30 balles, il se dit pour 30 francs, je vais pouvoir m'essayer à After Effects avec autre chose qu'une version piratée. Là, pour le coup, il fait partie de la communauté Adobe, en sachant que l'avantage aussi, c'est qu'on a toutes les mises à jour, toutes les failles de sécurité qui sont comblées en temps réel. Et en plus, avec leur fameux Creative Cloud, vous avez jusqu'à 20 gigas de projets qui peuvent partir sur le nuage. Donc, vous commencez un projet chez vous, vous sauvegardez ça sur le cloud, vous allez sur un autre ordinateur, vous vous connectez, vous retrouvez tout ce que vous avez déjà préparé, et même l'interface telle que vous l'avez personnalisée, elle réapparaît automatiquement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un grand changement. Et donc, ça a permis à beaucoup de gens d'utiliser ces outils qui, c'est vrai, je me rappelle, il y a 10 ans, coûtaient 3 000, 4 000 francs. Exactement. Un deuxième truc qui est assez intéressant, c'est même des choses beaucoup plus poussées, entre guillemets, comme là, on va voir un exemple d'un jeu qui est développé sur un moteur 3D. Oui, alors oui, dans le jeu vidéo, parce que le jeu, bon, l'amusement, on a vu avec les tablettes, hein, ça touche beaucoup de monde. Il y a, aujourd'hui, si on veut faire un jeu vidéo, soit on développe nous-mêmes le moteur 3D, ce qui va permettre d'afficher le jeu, et généralement, c'est de la recherche et du développement, ça coûte très cher. L'industrie tourne avec 3-4 moteurs graphiques. À chaque fois que vous jouez à un Assassin's Creed ou à n'importe quel autre jeu, c'est plus ou moins le même moteur graphique qui tourne derrière. Et en marge de ça, on a des indépendants qui se sont mis ensemble pour créer Unity 3D, qui est un moteur qui commence à se proposer à partir de $1 500 la licence professionnelle. Donc c'était un coût qui coûtait des centaines de milliers de dollars avant. Aujourd'hui, oui, puis après il y a les royalties. Maintenant, ça coûte plus que 1 500 francs. Voilà, c'est ça. Pour 1 500 francs, vous avez un moteur qui vous permet de faire ça. Ça a été développé au Japon par Sony pour la PlayStation. Donc en plus, c'est une distribution après très grand public à 80 millions de consommateurs. C'est un jeu poétique. C'est vrai que Unity 3D apporte un petit peu plus l'indépendant, mais l'indépendant qui va essayer de créer une œuvre interactive
plutôt que de faire un jeu de guerre. Parce que mine de rien, ce jeu ne tient pas vraiment la route face aux grosses productions qui ne font que des jeux de guerre. Donc là, on voit, et en Suisse, d'ailleurs, beaucoup de Suisses commencent à développer des jeux avec Unity 3D. Une grande accessibilité, ouais. Exact. Et l'autre chose, donc on a vu le côté de la création, mais il y a aussi le côté, entre guillemets, de la consommation. Le mot n'est pas très beau, mais les outils de diffusion aussi se sont énormément renforcés. Merci Google, ouais. Il y en a effectivement Google qui permet à monsieur tout le monde de pouvoir mettre ses vidéos. On va regarder un exemple avec les Barack Dubs. Alors ça, c'est des jeunes, et en fait, ils ont bien buzzé avec monsieur Barack Obama. Vous allez voir, ils pitchent sa voix, et ils sont à plus de 500 millions de vues, je crois, en tout. Whatever you wanna do, I'll do Donc il faut connaître un peu Al Green. Un petit peu, ouais. Alors bon, ça c'est une vidéo, c'est celle qui a le plus fonctionné, mais ça fait des mois et des mois qu'ils font ça. Il y a carrément 2 équipes de youtubeurs qui se sont fait la guerre pendant des années et qui pour le coup se sont mis ensemble pour créer cette vidéo. Et là donc il y a combien de millions? 500, Ils ont eu 500 millions de vues avec ça parce que tous les JT leur prennent. Et ils en vivent la publicité, c'est un autre problème sur YouTube aujourd'hui. Ça paye pas encore très bien, c'est encore géré aux États-Unis. Mais oui, il y en a qui arrivent à, en tout cas, se faire un bon argent de poche avec le nombre de vues qu'ils ont. Oui. Donc ça, c'était la diffusion à travers YouTube ou à travers SoundCloud pour le son, etc. Il y a énormément de nouveaux canaux. Et alors ça, c'est un autre exemple. On voulait montrer un peu que des choses comme le jeu maintenant. Avant, il fallait s'acheter une machine de guerre spéciale, avoir une grosse carte graphique, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit là? Avant, il fallait installer le jeu sur l'ordinateur. Aujourd'hui, depuis votre simple navigateur, vous téléchargez un petit plugin, comme on en trouve sur Internet Explorer, Safari, Firefox. Un petit plugin qui fait moins d'1 méga et qui vous permet ensuite de télécharger les 600 mégas du jeu, parce que voilà, faut quand même pas oublier que c'est un jeu vidéo. Mais après, vous jouez directement dans votre navigateur. Sous-entendu, vous pouvez le retrouver depuis n'importe quel autre poste de travail. Et ça, c'est vraiment un business, d'autant qu'il est en free-to-play, qu'un autre système dont on va parler un petit peu plus tard, qui est en train de redessiner l'industrie complètement, parce que c'est aussi Apple qui nous a fait ça, la mode du free-to-play. Viens, c'est gratuit, puis tu payes si tu as envie de payer. Donc ça, c'est un jeu qui se passe dans le navigateur. Donc un jeu de guerre développé en Allemagne par un studio très brillant qui fait justement des jeux AAA qu'on voit dans les magasins, avec donc des franchises très chères. Donc au bureau, il va falloir bloquer Facebook, Twitter. Je crois que Facebook fait plus de tort que Warface pour l'instant, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça va être difficile de jouer à ça quand même en silence, sans que les collègues se rendent compte. Une autre grande tendance dont vous m'avez parlé, c'est l'accès au financement, qui est quand même absolument capital, sans mauvais jeu de mots, pour les artistes. Et alors là, il se passe énormément de choses, et peut-être le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Oui. C'est Alors moi, on connaît tous Grégoire avec My Major Company. C'était malheureusement, on connaît tous Grégoire. Ouais. Voilà. Et puis les internautes avaient le sentiment d'avoir versé de l'argent pour ce monsieur, alors que là, on est vraiment dans quelque chose où l'internaute va donner de l'argent. Typiquement, le projet qu'on montre, Double Fine, c'est un studio. C'est un monsieur qui a travaillé chez George Lucas pendant des années. Il est parti, il a monté son studio. Il essaie de faire des jeux différents, donc il n'arrive pas à trouver de financement, évidemment. Donc il est passé par Kickstarter. Et comme c'est une star d'Internet, c'est une star du jeu vidéo, il avait besoin de $40 000, je crois. C'est écrit 400 000 ou 40 000 $, 400 000, ouais. Et il a eu 3 336 000 $ pour et donc là, le concept, c'est qu'on va sur ce site, on dit voilà, moi j'ai un projet, projet de faire un jeu vidéo, et ensuite comment ça se passe pour que les gens contribuent en fait? Il y a plusieurs étapes en fait. Vous pouvez donner $1, puis vous diront juste merci pour votre $. Vous pouvez ensuite mettre 10, 15 $. À partir de 15 $, vous aurez accès à un code qui vous donnera accès à la bêta du jeu pendant son développement. Et ensuite, plus vous montez, plus vous allez avoir le jeu en avant-première, plus vous allez l'avoir avec des bonus, vous allez recevoir des lithographies dédicacées. Et là, en l'occurrence, vu que c'est des rigolards, vous pouviez même manger avec l'équipe. Le jour où le jeu était sorti, ils vous invitaient aux États-Unis si vous posiez 10 000 $ par exemple. D'accord, donc il y a des étages comme ça de contribution. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à lever des sommes comme ça. Là, ils n'ont pas levé 3 millions à coût de $1. Non. Moi, j'ai posé 50 $ sur le projet. Typiquement, pour l'émission que je fais, je trouvais intéressant de suivre un peu l'évolution. Mais il y a Charlie Kaufman, le monsieur qui a fait John Malkovich, qui fait payer son prochain film, qui est un film d'animation. Il l'a fait sponsorisé par Kickstarter, parce que malgré les succès qu'il a eu au cinéma, il n'a pas réussi à trouver des gens assez ambitieux pour produire son prochain film. Ouais. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Et alors un autre truc qui est très important, c'est les artistes qui marchent, qui travaillent avec les marques.
Alors ça, c'est ce que vous appelez, vous, le happening brandé. Disons que c'est un petit passage obligé quand on veut, quand on se lance en indépendant et qu'on a envie d'avoir des clients par la suite. Effectivement, d'abord on développe son art et puis ensuite on le propose à des entreprises et des entreprises viennent nous voir. Et là, donc, ce sont les Super Mafia VJ, c'est un collectif neuchâtelois qui maîtrise assez bien d'ailleurs la vidéoprojection, ce qu'on appelle le mapping. Là, ce qu'on voit par exemple, c'est projeté sur une coque blanche, c'est-à-dire que tout ce qui bouge, la portière, les reflets, c'est un bête vidéoprojecteur qui envoie et qui calque vraiment les animations sur les roues, etc. Donc ça avait fait énormément plaisir à la marque à l'époque. Mais en tout cas, les Super Mafia VJ, après ça, se font contacter par des groupes. Ils peuvent mettre ça sur leur site internet. Typiquement, aujourd'hui, voilà, il y a Vimeo. C'est comme YouTube, mais pour les artistes. Et vous allez sur Vimeo, Super Mafia VJ, vous avez toute leur production. Et si vous avez envie de les contacter pour leur demander de vous faire quelque chose, il y a le logo Donc contact. la marque va utiliser le talent et la notoriété quelque part de l'artiste. Ça a toujours été un petit peu, si ce n'est qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement plus simple et on peut même aller les chercher à l'autre bout du monde. Alors qu'avant, effectivement, il fallait chercher les artistes, les créatifs qui sortaient d'écoles d'art, etc. Là, maintenant, sur Internet, pas besoin de passer par les cales pour faire parler de son produit. On a Internet pour ça. Et alors, on arrive sur le free-to-play, dont on vient de parler un petit peu, mais alors ça, il faut, je pense, expliquer un peu aux gens. Donc, ça, c'est là ce que j'ai mis sur l'écran, c'est donc un jeu free-to-play, c'est-à-dire que pour jouer, c'est gratuit, mais ce jeu gagne 2,4 millions par jour, et ce slide doit être, je ne sais pas de quand il date, mais les chiffres n'arrêtent pas de monter. Et il y a même un jeu au Japon qui gagne plus de 4,5 millions de... Bon. Alors comment est-ce qu'un jeu gratuit gagne autant d'argent? C'est quoi le... Typiquement, sur Android, par exemple, Angry Birds, je sais qu'Angry Birds a généré plus d'argent avec la publicité dans sa version gratuite sur Android que dans sa version payante sur Apple. Parce que les gens payent pour de la publicité. Quand on est 70 millions de personnes à jouer à un jeu, la publicité, il faut bien la payer à un moment donné. Donc il y a ça. Puis après, il y a eu un autre constat de la part des éditeurs de jeux vidéo, c'est que tout jeu qui sort sur PC se fait pirater à 90%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui vont jouer au jeu, il y en a 10 qui vont l'acheter et 90 qui vont le copier. Ce qui est quand même pas pratique quand on a envie de gagner de l'argent en vendant des jeux vidéo. Donc parti de ce principe, ils ont dit le free-to-play, c'est un jeu qu'on donne gratuitement. Si les gens veulent persévérer, si les gens veulent aller plus vite dans le jeu, il va falloir qu'ils payent. Et ils se sont rendus compte que sur des jeux free-to-play, sur 100 personnes qui téléchargent le jeu, il y en a 90 qui vont jouer gratuitement et 10 qui vont sortir la visa. Donc on est dans les mêmes ratios. Donc on peut aller au bout du jeu 100% gratuitement. Ouais, sauf que ça va être très long. Vous serez peut-être centenaire en y arrivant, mais il faut être adolescent, il faut avoir tous ces mercredis après-midi, en sachant que voilà, c'est comme partout, l'argent facilite les choses. Et donc, par exemple, je pense à Clash of Clans, donc c'est un jeu où il y a des niveaux, et puis par exemple, on construit un château, on nous dit ça va prendre 2 jours, mais si vous voulez directement avoir votre château qui soit plus fort, pour construire des soldats plus forts, vous pouvez payer... C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les Simpsons fonctionnent aussi. Les Simpsons sur iPad, c'est un succès sans précédent. Et effectivement, vous avez un système de donuts, mais ces donuts coûtent de l'argent. Donc quand vous construisez un bâtiment puis qu'il vous dit qu'il va falloir attendre 24 heures, si vous êtes pressé, vous lâchez 2 francs et puis votre bâtiment, vous l'avez tout de suite. Mais 2 francs par 10 millions de personnes, ça fait vite de l'argent. Ouais, c'est clair. C'est vraiment impressionnant ces chiffres. Et c'est quelque chose qu'on va voir sur les prochaines consoles comme la PlayStation 4 qui sort bientôt ou la Xbox One. Les Microsoft et Sony ont compris l'intérêt et l'engouement du free-to-play. Donc on va voir aussi beaucoup de jeux parce que c'est mine de rien assez simple à faire. C'est le studio qui prend les risques. Donc il y a tout à y gagner. Et ça, on voit de plus en plus d'applications, même business, qui commencent à fonctionner comme ça, avec un système de crédit. Moi, j'utilise une application pour rentrer mes frais, par exemple, et je peux utiliser des crédits pour ne pas avoir à rentrer les montants et ensuite je dois racheter des crédits. C'est intéressant de voir que quelque chose qui est né comme ça dans le monde du jeu vidéo est en train de venir ailleurs. Le dernier point dont on voulait parler, c'est l'émergence de cette culture purement digitale. Alors, c'est un peu anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qui a émergé autour. Donc, vous aviez pris cet exemple de cette pauvre Scarlett Johansson donc, qui tombe comme ça dans la rue. Et puis, dans les 10 minutes, on commence à voir ce genre de choses, donc les détournements. Et ça n'a pas loupé ce qu'on appelle un mème. On a tous eu le Harlem Shake où tout le monde se mettait à danser et à bouger. Et puis là, le mème, c'est quelque chose qui est propre à Internet, c'est propre à la communauté web et on ne sait même pas qui c'est cette communauté. Ça peut être des jeunes, ça peut être des graphistes, parce qu'on voit qu'il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Il y en a des inspirés, il y en a des pas très inspirés. Ça réagit toujours sur l'actualité. Bon, peut-être pas là, mais... c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça cristallise à un moment une actualité, et puis ensuite sur Internet, là vous tapez Scarlett Johansson, je suis sûr qu'il y en a d'autres depuis qui sont en Et il y a des médias qui sont nés autour de ça, des médias comme BuzzFeed. Exactement, leur métier est de faire des agrégateurs de vidéos qui font passer 5 minutes au bureau. Et puis souvent, quand c'est bien fait, les yéyés du marketing, j'ai envie de dire, contactent ces gens en disant, voilà, est-ce que vous avez envie de faire plus ou moins ce que vous avez fait, mais dans le cadre d'une publicité. Et ensuite, ça se négocie.
Et donc, ce genre de médias qui sont sur ce genre de contenu, bon, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup l'émergence des listes, le top 10 des choses qu'il faut savoir si vous êtes levé ce matin, etc. C'est des médias qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, ça fonctionne, on se fait toujours avoir. Hein. Que fait notre corps toutes les 30 secondes? Moi, j'ai cliqué dessus, j'ai voulu savoir que je perdais des milliers de cellules. C'est intéressant, c'est des étudiants qui ont essayé de condenser sous une forme vidéo ce qu'ils ont pu apprendre au bahut, quoi. Pendant la soirée, on va regarder quelques-unes des vidéos que vous avez sélectionnées. Mais avant, on voulait quand même en regarder 2 ensemble. Les autres seront un peu comme ça ventilés pour nous faire des petites respirations dans le show. On va commencer avec une première vidéo d'un artiste belge, je crois, qui s'appelle Philippe Sterk. Je vais vous laisser la commenter. Alors lui, il fait un petit peu de la vidéoprojection aussi, mais il fait ce qu'on appelle du school mapping. Donc en gros, il arrive aussi à... il crée de la 3D. Il ne fait pas que des formes qu'il projette, il crée de la 3D. Donc là, il avait créé un événement dans cette ville où il y avait une sordide affaire de femmes assassinées. Et donc, pour fêter l'anniversaire, j'ai envie de dire, ils ont refait un événement. Donc là, on va la voir. Tout ça est projeté au sol. Jusque-là, il n'y a rien de spectaculaire. Mais monsieur Philippe Sterk, c'est aussi informaticien. Il a des amis qui font de la 3D. Et ça permet de créer ce genre de petites scènes, comme vous voyez là. Donc là, c'est projeté sur une rue pavée? Voilà, c'est projeté sur la rue. C'est projeté par terre avec des projecteurs sur les côtés. Puis ensuite, il y a tout le talent des artistes, des peintres qui nous ont dessiné ces égouts. Pour la petite anecdote, on a retrouvé le corps de la femme après une montée des eaux. Et donc là, c'est ce qu'ils ont essayé de mettre sous une forme plus ou moins artistique avec cette lumière. En attendant, c'est vrai que moi, je suis bluffé quand je vois cette vidéo. Je pense que les gens sur place l'étaient tout autant. Parce que, mine de rien, il y a de la projection. Là, c'est pareil. C'est le même monsieur avec un chanteur qui s'appelle Willow. Encore un Belge. Et si vous regardez bien, il y a un tapis roulant. Le monsieur va se poser dessus, il va marcher sur place et les projecteurs vont s'occuper de faire le reste. Et ce monsieur Philippe Sterk, voilà, c'est là où il y a de la vidéoprojection et puis il y a la vidéoprojection de Philippe Sterk. C'est un artiste qui a modélisé de la 3D, qui a imaginé qu'avec 3 projecteurs, on pouvait projeter sur le sol, sur les 2 murs. On arrivait à faire vivre une aventure à ce monsieur et c'est crédible. Même si vous regardez pas le tapis, si vous regardez pas la couleur un peu fade des images, on a l'impression qu'il est sur l'escalator. Là, on a l'impression qu'il descend. Alors concrètement, il est sur place. C'est ça qu'on peut faire avec le mapping, la 3D projetée, mais on peut aussi quand on est développeur informaticien. D'ailleurs, beaucoup de ces artistes s'entourent. Il y a un pro de la photo, un pro de la 3D, un pro du développement, et ensemble, on crée des choses pareilles. Il est jamais tout seul, Philippe Sterk. Il est très bien entouré. Ça, c'est des projets qui prennent combien de temps à créer? C'est un travail complètement Je pourrais fou. pas vous dire, mais généralement, vu qu'ils sont aussi, ils sont de cette génération, donc ils ont bien compris le côté marketing. Donc il y a toujours un making-of qui est fourni avec. Vous pouvez voir un petit peu le nombre de personnes impliquées. Je pense que c'est au moins 2 à 3 mois de boulot avant avec l'artiste aussi, puis il y a les répétitions parce que il faut qu'il soit au courant de ce qui va se passer. Ouais, c'est énorme. Un troisième projet du coup, c'est Bot and Dolly. Alors ça, moi j'étais bluffé par cette vidéo. Ça s'est fait du côté de San Francisco, effectivement. C'est des gens qui au tout début avaient utilisé un bras robot, comme on voit sur les chaînes de fabrication. Si ce n'est qu'ils avaient mis ça sur la banquette arrière d'une voiture, ils avaient fait faire des tags. En fait, c'était avec une précision chirurgicale, il y avait des jolis tags sur les murs, et puis ils ont persisté avec ce fameux bras robot extrait d'une usine PSA. Et donc ils font de la vidéoprojection avec des bras robots maintenant, mais ce que vous voyez, donc il n'y a eu aucun effet spécial par-dessus. Le seul côté brillant là-dedans, c'est que autant la caméra que les bras et les projecteurs sont déplacés par ordinateur par un bras robot. Donc ça donne une synchronisation quasi parfaite que l'être humain ne pourrait jamais atteindre. Et c'est pour ça qu'ils se permettent des effets visuels comme j'ai rarement vu en matière de vidéoprojection. Ce qu'on a vu avant, c'était beau. Mais là, avec la précision chirurgicale d'un bras articulé comme ça donne des choses assez folles. Donc là, ce qu'on voit, il n'y a aucune post-production. Rien du tout. Il n'y a aucun effet spécial qui a été fait après coup. Ils ont dû le dire au début de la vidéo, on vous l'a coupé, mais au début, il y a marqué oui, pas de post-production, tout a été tourné en un seul plan. Mais il ne faut pas oublier que la caméra est sur rail avec un bras robot, que tout a été synchronisé d'abord sur un ordinateur, puis qu'ensuite on les a mis en conditions réelles avec 2-3 petits réglages. Et ça, c'est bluffant. Les types qui ont fait ça ont le site qui est tombé dans la journée. Hein. Il y a 2-3 sites comme le Journal du Geek qui a commencé à en parler, puis un autre site a repris la news. En fin d'après-midi, impossible de se connecter sur le site des Bot and Dolly. Je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes pour trouver des mandats pour ces prochaines années maintenant. Donc c'est surtout un showcase pour eux, ça leur permet de montrer un peu ce qu'ils savent faire. Ensuite, ils s'adaptent par rapport aux marques avec lesquelles ils vont travailler ou par rapport aux événements sur lesquels on va les appeler, parce qu'il n'y a pas que du marketing, il y a aussi parfois du culturel où on leur demande d'animer un vieil immeuble, par exemple, comme ça se fait à Lyon, ça s'est fait. Dans chaque grande ville, il y a des petits groupes d'ingénieurs comme ça qu'on appelle, parce qu'ils sont vraiment les professionnels de la vidéoprojection. Il y a aussi tout ce groupe collectif français qui s'appelle Anti-VJ, je crois, qui était un peu parmi les premiers à faire et qui font ces écroulements là. C'est eux justement qui étaient à Lyon. C'est vraiment des projets incroyables. Qui donnent vie à des immeubles. Ouais, si jamais vous voulez chercher plus là-dessus, mettez Anti-VJ dans Google. Stéphane, on a d'autres vidéos qu'on va regarder après. Ouais. Alors c'est des choses.
Maintenant, Les choses que j'ai ramenées après, c'est des choses qu'on voit sur Internet, qui sont visibles que sur Internet, parfois sur des chaînes anglaises, mais c'est vrai que les gens qui les ont produites ne se sont pas dit on va essayer de passer à la télé avec. Ils se sont dit on va les mettre sur Internet, et puis on verra bien combien de personnes vont venir cliquer dessus. C'est une autre approche aussi de se dire qu'aujourd'hui on a un média qui s'appelle Internet, qui a des millions de gens dessus, et qu'on n'est pas passif derrière sa télé, avec la télécommande à se demander ce qu'il y a de bien ce soir. si on veut vous suivre, point barre, le samedi matin. Tous les samedis matins de 10h à midi maintenant en direct. Et puis sinon, Apiculture, donc l'émission qui se concentre sur les créations numériques, tout ce qu'on peut faire avec du digital. Oui, ça c'est tous les soirs de 19h à 20h avec Mickaël Marquet et Leïla Roli, où on traite de street art, on traite de tout ce qui se fait avec des pixels, avec des nouvelles technologies, parce que derrière le côté un petit peu mécanique et l'ingénieur braqué derrière son clavier, il y a des artistes. Moi je suis allé à l'EPFL, les gens ne voulaient pas que je les qualifie d'artistes, mais quand un type est capable de vous créer un truc en 3D qui vous met deux formes différentes en fonction de l'angle où vous le regardez, pour moi c'est un artiste, même s'il est passé par des lignes et des lignes de code et de mathématiques. Il y a des artistes du numérique, je crois qu'on en a vu là de toute façon. On en a vu un. Merci beaucoup. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Merci Stéphane Laurenceau. Merci Les. Merci Stéphane. Voilà, vous pouvez retrouver Stéphane sur la radio, sur le site couleur3.ch et aussi sur YouTube. Maintenant, je sais que Point Barre est aussi sur YouTube et il y a une petite capsule vidéo.